fut découvert avant l'aube, là où la mer et la ville échangèrent leurs secrets les plus sales. Entre deux piles de caisses poisseuses, au fond d'un recoin du port de Marseille, un cri minuscule fendit le brouillard. Ce n'était pas un cri de faim ordinaire. C'était un appel rauque, presque déjà fatigué d'exister. Quand Antoine Ferrand tourna la tête, il comprit immédiatement que ce son n'avait rien à faire parmi les jurons des dockers et le fracas du métal. Antoine n'était pas un héros. C'était un homme de 40 ans, le dos courbé par le travail, les mains fendillées par le sel et le charbon. Depuis la guerre, il ne parlait presque plus. Il travaillait la nuit, dormait le jour, et survivait sans poser de questions. Marseille, en 1871, n'était pas une ville pour les âmes délicates. Elle étouffait sous la pauvreté, la rancœur et la peur de nouveaux soulèvements. On y apprenait à détourner le regard. Mais cette nuit-là, Antoine s'approcha. Sous une toile grossière encore humide, reposait un nourrisson. La peau bleutée par le froid, les lèvres tremblantes, les yeux fermés comme s'il refusait déjà de voir le monde qui l'attendait. Aucun bijou, aucun papier, rien qui trahisse une origine, une intention, un pardon. Autour d'eux, le port continuait de respirer lourdement. Les bateaux grinçaient, les chaînes tintaient. Personne ne semblait remarquer ce miracle fragile posé sur les pierres sales. Un autre docker s'approcha, cracha au sol et murmura que ce n'était pas leur affaire. On abandonnait des enfants partout ces temps-ci. La misère ne demandait plus la permission. La loi, elle, était claire. Prévenir la police, l'hospice, l'église. L'enfant serait pris en charge, ou oublié plus proprement. Antoine resta immobile. Il sentit quelque chose se fissurer en lui. Un souvenir qu'il avait enterré depuis des années. Une chambre vide. Un berceau qui n'avait jamais servi. Une promesse faite autrefois, à une femme morte trop tôt. Il ne se souvenait plus exactement des mots, seulement du poids qu'ils avaient laissé. Il prit l'enfant dans ses bras. Le bébé se calma presque aussitôt, comme s'il reconnaissait une chaleur humaine qu'il croyait perdue. Ce détail glaça Antoine plus que le vent marin. Il savait, à cet instant précis, qu'il venait de franchir une ligne invisible. Une frontière que la ville, la loi et Dieu lui-même avaient tracée. Il ne prévint personne. Dans une ruelle étroite, loin des lanternes officielles, Antoine confia l'enfant à Marguerite, une veuve qui vivait au-dessus d'une poissonnerie et survivait en lavant le linge des autres. Elle comprit sans poser de questions. À Marseille, on savait reconnaître les décisions irréversibles au regard de ceux qui les prenaient. Ils firent une promesse. Ce ne serait pas un mensonge ordinaire. Ce serait une existence entière construite sur le silence. L'enfant aurait un nom, une histoire inventée, une place fragile mais réelle. Personne ne devait savoir d'où il venait. Personne ne devait jamais poser la bonne question. Car ce qu'il faisait n'était pas seulement interdit par la loi. C'était jugé immoral. Les années passèrent dans une vigilance constante. L'enfant grandit dans l'ombre, entre l'odeur du poisson et celle du linge humide. On lui apprit à parler bas, à ne jamais demander trop, à accepter les regards méfiants. Antoine devint une présence régulière, presque paternelle, sans jamais l'être officiellement. Chaque geste d'affection était calculé, chaque sourire pesé. À l'extérieur, la ville changeait. À l'intérieur, la peur restait intacte. Car à Marseille, les secrets ne meurent jamais. Ils attendent. Et un matin, alors que l'enfant n'était plus un nourrisson mais pas encore un homme, un détail insignifiant, une signature sur un registre, un regard trop insistant, une question mal placée, fit vaciller l'équilibre fragile de leurs promesses. Antoine le sentit avant même que les mots ne soient prononcés. Quelqu'un avait commencé à chercher. La première chose que l'enfant apprit, ce ne fut pas son nom, mais la prudence. À Marseille, on ne survivait pas en étant curieux. On survivait en observant, en se taisant, en comprenant avant de parler. Lucien, car c'était ainsi qu'on l'appelait, grandit avec cette règle incrustée dans la chair. Il ne sut jamais exactement pourquoi Marguerite baissait la voix lorsqu'elle parlait de lui, ni pourquoi Antoine n'apparaissait qu'à certaines heures, comme une ombre tolérée mais jamais revendiquée. Il comprit seulement que son existence était conditionnelle. Le quartier du port n'avait rien de tendre. Les enfants y apprenaient tôt la hiérarchie invisible. Ceux qui avaient un père reconnu, ceux qui avaient un nom propre, et ceux, comme lui,
qui flottait entre deux mondes. Lucien sentait les regards s'attarder un peu trop longtemps sur lui. On murmurait, on jaugeait. À l'église, les prières semblaient glisser sur sa tête sans jamais l'atteindre complètement. Marguerite répétait que Dieu voyait tout, mais Lucien avait l'impression qu'il détournait parfois les yeux. Antoine, lui, observait de loin. Il apportait de l'argent, parfois de la nourriture, rarement des paroles inutiles. Lorsqu'il regardait Lucien, ses yeux se chargeaient d'un mélange dangereux, fierté étouffée et peur constante. Il n'appelait jamais l'enfant « mon fils ». Il ne l'appelait presque jamais par son prénom, comme si le langage lui-même risquait de trahir ce qu'il refusait d'avouer. La promesse tenait encore, mais elle se tendait. En 1883, la ville entra dans une phase de surveillance morale accrue. Les autorités, encouragées par l'Église et les notables locaux, s'intéressèrent de près aux enfants sans filiation claire. On parlait d'ordre, de pureté sociale, de restauration des valeurs après les désordres des années passées. Les registres furent examinés, les naissances comparées. Les omissions devinrent suspectes. Lucien remarqua les changements avant même qu'on les lui explique. Un homme en manteau sombre visita la poissonnerie. Il posa des questions trop précises. Un prêtre observa Lucien plus longtemps que nécessaire lors de la confession collective. Marguerite, habituellement solide comme une pierre, commença à perdre le sommeil. Une nuit, Antoine resta plus longtemps que d'habitude. Il s'assit à la table étroite, la tête entre les mains, et murmura que le passé revenait toujours réclamer son dû. Lucien ne comprit pas tout, mais il comprit assez pour ressentir une peur nouvelle, celle de disparaître. « Si on te pose des questions, » répondit Antoine, « tu dis ce que tu sais, rien de plus, rien de moins. »« Et si je ne sais pas ?» demanda Lucien. Antoine releva la tête. Son regard était presque douloureux. « Alors tu te tais. » Ce silence devint une discipline. Lucien apprit à effacer ses émotions, à contrôler ses réactions. Il grandit trop vite, avec une maturité qui n'était pas la sienne. À 16 ans, il travaillait déjà sur les quais, la même où il avait été trouvé sans le savoir. Le port le reconnaissait sans l'accueillir. Il appartenait à cet endroit autant qu'il en était exclu. Et puis, un jour, un détail infime fissura tout. Lors d'un contrôle administratif, un commis remarqua une incohérence dans les papiers de Marguerite. Une date. Un nom mal orthographié. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour susciter un second regard. Une note fut ajoutée en marge. Une enquête discrète fut lancée. Lucien sentit la tension monter sans comprendre pourquoi les adultes devenaient soudain si rigides. Antoine se mit à éviter les rencontres. Marguerite priait à voix haute, comme pour conjurer un mal invisible. La promesse humaine, autrefois chuchotée dans l'ombre du port, devenait un fardeau trop lourd à porter seul. Un soir, Lucien surprit une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre. Le mot « abandon » fut prononcé, puis « crime », puis « jugement ». Chaque syllabe s'enfonça en lui comme une lame. Il comprit alors que sa vie n'avait jamais été simplement la sienne. Quelque chose d'irréversible était en marche. Et cette fois, le silence ne suffirait plus à le protéger. La vérité ne revint pas sous la forme d'une révélation, mais comme une infection lente. Elle commença par des regards qui s'attardaient trop longtemps, par des silences trop lourds après certaines phrases. À 18 ans, Lucien sentait que quelque chose autour de lui se resserrait. Le port, autrefois vaste et chaotique, lui paraissait désormais étroit, presque oppressant. Les mêmes quais qui l'avaient nourri semblaient prêts à le rejeter. Antoine avait changé. Son visage s'était durci, creusé par une inquiétude qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Il parlait de plus en plus rarement, et quand il le faisait, ses mots semblaient choisis avec une prudence maladive. Marguerite, elle, oscillait entre une tendresse excessive et une froideur soudaine, comme si elle se préparait déjà à une séparation. Un après-midi, Lucien fut convoqué à la mairie. Ce ne fut pas une arrestation. Pas encore. On lui parla avec politesse, presque avec bienveillance. On lui posa des questions sur son enfance, sur sa naissance, sur son père. Chaque réponse éveillait un intérêt trop vif. L'homme en face de lui notait sans lever les yeux. À la fin, il lui demanda s'il savait ce qu'était un enfant trouvé. Lucien répondit non. Il mentit avec un calme qui l'effraya lui-même. En sortant, il comprit que la promesse n'était plus seulement menacée, elle était disséquée. Le passé,
qu'on avait tenté d'effacer devenait une matière administrative, froide et méthodique. Antoine tenta une dernière manœuvre désespérée. Il parla de départ, d'un ailleurs possible, l'Algérie peut-être, ou l'intérieur des terres. Mais Marseille ne lâchait pas facilement ceux qui lui appartenaient, et Lucien savait que fuir reviendrait à avouer. La pression sociale monta rapidement. Les voisins se permirent des insinuations. À l'église, le sermon évoqua les péchés cachés et les familles construites sur le mensonge. Marguerite pleura pour la première fois devant Lucien. Ce jour-là, il comprit que l'amour qui l'avait protégé devenait une source de douleur. Puis vint la dénonciation. Personne ne sut jamais exactement qui parla le premier. Peut-être un commis zélé, peut-être un voisin jaloux, peut-être un prêtre convaincu d'agir pour le bien commun. Le fait était simple. La promesse humaine fut officiellement qualifiée d'irrégulière, contraire à l'ordre social et à la morale chrétienne. Antoine fut convoqué. Lorsqu'il revint, ses mains tremblaient. Il avoua enfin ce qu'il n'avait jamais prononcé à voix haute: l'enfant trouvé, la nuit du port, la décision de ne rien dire. Il parla de compassion, de responsabilité, d'un geste qu'il croyait juste. La justice n'écouta pas. On parla d'usurpation d'identité, de dissimulation, d'atteinte à l'autorité parentale et divine. Le mot « amour » n'apparut nulle part dans les procès-verbaux. Lucien assista au début de la procédure comme à une mise à mort lente. Il n'était ni victime ni coupable aux yeux de la loi, simplement une preuve vivante, un objet du scandale. Lorsque le procès s'ouvrit, Marseille se passionna. Les journaux évoquèrent l'enfant du port, la promesse interdite. On se pressait pour voir Antoine, ce docker silencieux devenu symbole de désobéissance morale. Certains le méprisaient, d'autres l'admiraient en secret. Lucien, lui, comprit qu'il devait choisir. Rester fidèle à ceux qui l'avaient sauvé, ou se sauver lui-même en reniant la promesse qui avait fondé son existence. La veille de son témoignage, il resta seul sur les quais, face à la mer Noire. Le même endroit où tout avait commencé. Et pour la première fois, il se demanda si dire la vérité pouvait être plus cruel que le mensonge. Le tribunal n'avait rien de solennel. Il sentait l'encre, la sueur et le bois ancien, imprégnés de jugements passés. Pourtant, ce jour-là, chaque banc était occupé. Marseille voulait voir. Marseille voulait comprendre. Marseille voulait juger. Lucien entra sans lever les yeux. Il avait 19 ans, mais ses épaules portèrent déjà le poids d'une vie entière de dissimulation. Antoine était assis plus loin, plus petit, qu'il ne l'avait jamais paru. Marguerite n'était pas là. On lui avait conseillé de rester chez elle. Son témoignage n'était plus jugé nécessaire. Le président du tribunal parla d'ordre social, de responsabilité, de précédents dangereux. Les mots coulaient, comme une sentence déjà écrite. On rappela la nuit du port, le refus de déclaration, la création volontaire d'une filiation fictive. On parla de morale publique, de respect des institutions, de la nécessité d'un exemple. Quand Antoine prit la parole, sa voix trembla, mais ne rompit pas. Il ne nia rien. Il raconta la découverte du nourrisson, le froid, le silence, la peur. Il parla de la guerre, de la mort, de la promesse faite autrefois à une femme qu'il n'avait pas su sauver. Il expliqua qu'il n'avait pas voulu défier la loi, seulement empêcher une autre disparition. Le tribunal resta impassible. Un magistrat demanda si Antoine comprenait que son geste avait privé l'enfant d'une prise en charge légitime, d'un cadre moral reconnu. Antoine répondit que l'enfant était vivant, que c'était tout ce qui avait compté cette nuit-là. Un murmure parcourut la salle. Pas de compassion, de l'agacement. Puis vint le tour de Lucien. Il sentit chaque regard se poser sur lui, comme si son corps portait la preuve du crime. On lui demanda s'il savait qu'il avait été abandonné. Il répondit oui. On lui demanda s'il considérait Antoine comme son père. Il hésita. Une seconde de trop. Cette hésitation pesa plus lourd que n'importe quel aveu. Il dit finalement non. Le mot résonna dans la salle avec une violence inattendue. Antoine ferma les yeux. Lucien sentit quelque chose se briser en lui, mais il continua. Il parla de Marguerite, de la vie modeste, du travail précoce. Il affirma qu'il n'avait jamais été forcé, jamais maltraité, qu'on lui avait offert ce qu'on avait pu. Cela ne suffisait pas. Le procureur conclut que l'intention ne lavait pas la transgression.
que la compassion individuelle ne pouvait primer sur l'ordre collectif, que permettre de telles promesses ouvrirait la porte au chaos moral. Le verdict tomba sans surprise. Antoine fut condamné à une peine de prison ferme. La promesse humaine fut officiellement déclarée illégitime, dangereuse, contraire aux valeurs de la nation. Lucien fut placé sous tutelle administrative, en attente d'une décision concernant son avenir. En quittant la salle, personne n'osa se regarder. Dehors, le port continuait de vivre. Les bateaux entraient et sortaient. La mer, indifférente, frappait les quais comme elle l'avait toujours fait. Lucien comprit alors que la justice n'avait pas cherché la vérité, seulement la restauration d'un ordre blessé. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez Marguerite. Il marcha longtemps, jusqu'à atteindre l'extrémité du port, là où les lumières se faisaient rares, là où tout avait commencé. Il pensa à Antoine derrière les barreaux, à la promesse détruite au nom du bien commun. Et pour la première fois, une pensée interdite traversa son esprit. Si la société l'avait rejeté dès sa naissance, lui devait-il encore quoi que ce soit? Au loin, un navire quittait lentement le port. Lucien le regarda disparaître dans l'obscurité, sans savoir encore qu'il devrait bientôt choisir entre partir à son tour ou affronter les conséquences finales de cette promesse brisée. Le port se réveilla sans se souvenir de lui. À l'aube, Marseille était fidèle à elle-même, bruyante, affairée, indifférente. Les journaux avaient déjà remplacé l'affaire par une autre. Antoine Ferrand devenait un nom parmi d'autres, rangé dans la colonne des fautes nécessaires. La promesse humaine était close, classée, jugée. Mais Lucien, lui, n'avait nulle part où classer ce qu'il restait de sa vie. Placé sous tutelle, son existence était désormais découpée en décisions administratives. On parlait de l'envoyer dans une institution, de le former à un métier utile, de corriger ce qui avait été faussé dès l'origine. Aucun fonctionnaire ne lui demanda ce qu'il désirait. Son avenir appartenait à ceux qui, selon la loi, savaient mieux que lui. Il revint pourtant une dernière fois chez Marguerite. La veuve avait vieilli en quelques semaines. Son regard portait une fatigue définitive. Elle ne reprocha rien. Elle ne posa aucune question. Elle lui donna simplement un petit paquet, quelques vêtements, un peu d'argent, et un objet qu'il reconnut aussitôt, la toile grossière dans laquelle il avait été trouvé, conservée en secret toutes ces années. « Ils peuvent tout prendre », murmura-t-elle, « sauf ce que tu sais de toi-même. » Lucien comprit alors que son identité ne se trouvait ni dans les registres, ni dans les jugements. Elle était dans cette nuit de 1871, dans ce geste interdit, dans cette chaîne fragile d'êtres humains qui avaient choisi la compassion plutôt que l'obéissance. Il ne chercha pas à revoir Antoine, pas par lâcheté, mais par lucidité. Les adieux auraient été une torture inutile. Ce qu'ils avaient à partager existait au-delà des mots, au-delà des murs de la prison. Une promesse ne disparaît pas parce qu'elle est condamnée. Elle survit dans ce qu'elle a façonné. Lucien quitta Marseille quelques jours plus tard. Il ne monta pas sur un grand navire. Il n'y eut ni fuite spectaculaire, ni regard en arrière dramatique. Il partit comme partent ceux qui n'ont jamais vraiment été autorisés à rester. Par la terre, par la fatigue, par le silence. Les années passèrent. Antoine mourut en détention, discrètement. Marguerite fut enterrée sans famille. La ville continua de prospérer, d'oublier, de juger ailleurs. La promesse humaine devint une note de bas de page dans un rapport poussiéreux. Mais quelque part, loin du port, un homme vivait avec un nom qu'il avait choisi lui-même. Il n'était ni un enfant trouvé, ni un scandale, ni une erreur administrative. Il était la preuve que certaines vies naissent dans l'illégalité mais grandissent dans la vérité, que l'amour peut être condamné sans jamais être effacé. Et chaque fois qu'il croisait la mer, Lucien se souvenait, non pas du jugement, mais de la nuit où quelqu'un avait refusé de détourner le regard. Si cette histoire vous a marqué, laissez un commentaire et dites-nous, la promesse était-elle un crime ou un acte de courage? Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et laissez un like pour soutenir ces récits oubliés de l'histoire de France.